Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Aymeric Verwaard. Après avoir passé son DE de kinésithérapeute, Aymeric s'est formé en thérapie manuelle puis en ostéopathie. Il travaille maintenant comme kiné-ostéo au cabinet COS à Paris en même temps qu'il pratique à fond sa passion, le CrossFit. En parallèle, il enseigne aussi en STAPS et pour l'ITMP. Dans cet épisode, on parle donc de thérapie manuelle et ostéopathie, du lien CrossFit-kiné et de l'épaule du crossfitter. On aborde aussi son étude sur plus de 3000 crossfitters et leurs blessures déclarées. Un super projet à suivre de près. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Aymeric. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Écoute, avec grand plaisir. Merci de m'inviter ici aujourd'hui. Ouais, super. Je pense que tu as des choses à apporter et des choses à nous expliquer. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton parcours un peu, d'où tu viens, où tu as fait tes études notamment? Ouais, pas de souci. Alors moi, de base, je suis originaire du Sud, même si aujourd'hui je suis à Paris. J'ai mis scan jusqu'au lycée. Après, étudiant, il fallait faire une prépa en kiné, donc je suis monté à Paris faire ma prépa. La première que j'ai évidemment loupée, comme tout jeune sudiste qui débarque à la capitale. Et après, j'ai intégré du coup l'école de kiné d'Assas, où je suis diplômé du coup en kiné en 2013. Derrière ça, moi, j'ai quasiment tout de suite su que je voulais faire du libéral pendant toutes mes années de kiné. Donc, c'était 3 ans à l'époque. J'ai fait le maximum de stages en libéral et compagnie. Donc, je me suis vite formé en thérapie manuelle. Donc là, au sein de l'ITMP en 2 ans. J'ai adoré. Et derrière ça, je me suis formé ensuite pendant 1 an en tissulaire. Donc dans un organisme qui s'appelait le TTF. En parallèle de ça, j'étais formateur à l'ITMP en thérapie manuelle, donc de là où j'avais été diplômé. Et une fois que j'ai fait thérapie manuelle et tissulaire, globalement, j'avais pas mal de techniques, mais il me manquait beaucoup de liens entre tout ça, donc j'ai fait ostéo. Ensuite, je suis parti sur 4 ans d'ostéopathie. Et globalement, sur les grandes formations, voilà un peu mon parcours. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ce que tu avais appris en thérapie manuelle à l'ITMP et ce que tu avais vu en ostéopathie? Est-ce que ça se retrouvait au final ou est-ce qu'il y avait des différences? En fait, les deux. Globalement, on va dire que la thérapie manuelle de l'ITMP, elle a emprunté de nombreuses techniques de l'ostéopathie, surtout les techniques structurelles, donc on appelle les manipulations, donc où on fait craquer globalement. Donc c'est vrai que là-dessus, j'avais quand même un petit peu d'avance par rapport à d'autres de mes collègues en ostéo quand je suis arrivé. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait ITMP pour ces techniques structurelles, bien que l'ITMP apportait d'autres choses comme du raisonnement clinique et d'autres techniques un peu plus musculaires comme des triggers ou des techniques de levée de tension. Ensuite, j'ai fait un an de tissulaire qui est un peu l'autre partie de l'ostéopathie, qui est beaucoup plus dans le ressenti, le toucher, comment évoluent les tissus et compagnie. Et une fois que j'ai fait tout ça, je trouvais qu'il me manquait des liens. C'est-à-dire que je savais faire craquer une L4, je savais écouter globalement comment pouvaient bouger les tissus, mais j'avais pas les liens logiques. Il me manquait un peu d'anatomie aussi crâniale et viscérale, et c'est pour ça que je suis parti vers l'ostéopathie. Donc j'ai eu évidemment des redites dans mes cours, mais ça fait jamais de mal. Et même pour manipuler une L4, chaque école le fait différemment, donc en fait ça reste hyper intéressant. Et du coup j'ai pu bénéficier de tout ça. Mais surtout, l'ostéopathie, le diplôme m'a permis d'avoir ces liens qui me manquaient le plus sur, aujourd'hui, je vois une personne qui a mal au dos, mais est-ce que c'est pas dû à une dysfonction du pied? Est-ce que c'est pas dû à une dysfonction crânienne? Ce lien-là. Après, il y a toute une autre partie de l'ostéopathie qui m'a moins intéressé, comme par exemple de la pédiatrie, comme d'autres pans, tu vois, d'autres techniques que j'ai du coup volontairement moins étudié pendant mes études et délaissé dans ma pratique. Mais en tout cas, moi qui suis dans mon métier de kiné d'ostéopathe très axé dans le sport, ça a vraiment permis de lier les deux. D'accord, super. Et alors justement, dans ton, on va dire, sur une séance type, alors on dérive vite fait, mais sur une séance type, qu'est-ce que tu utilises le plus dans ta boîte à outils? Est-ce que justement c'est ce côté ostéo? Une séance de kiné ou d'ostéopathie? Ah d'accord, donc tu couples les deux. Ouais, je coupe les deux. En fait, d'un point de vue de la loi, législatif et administratif, on est obligé de couper. Nous, au cabinet, les patients, on les voit 30 minutes en kiné. Bon, mis à part le bilan qui dure 1 heure, mais 30 minutes en kiné. Et en ostéo, les patients, je les prends sur 1 heure. Donc, de toute façon, je suis obligé de découper. Ce qui est très difficile, c'est lorsque je vois un patient en kiné,
ça va être de me dire actuellement, est-ce que j'utilise des techniques de kinésithérapeute ou est-ce que j'utilise des techniques d'ostéopathe? Ouais, Et globalement, je saurais plus répondre. Tu vois, avec le temps, avec cette thérapie manuelle qui est un petit peu en hybride et à frontière entre les deux métiers, globalement, pendant mes séances de kiné, je ne sais pas dire quelle technique j'utilise. Par contre, la vraie d'accord. différence que moi je fais, ça va plutôt être dans la démarche intellectuelle. Et quand j'ai un patient en ostéopathie, j'ai vraiment une recherche et une démarche intellectuelle d'ostéopathe, ce qui est des fois Mhm. difficile, mais je vais moins m'intéresser à du renforcement musculaire, je vais, tu vois, des choses qui sont moins en lien avec l'ostéopathie. Alors qu'un patient qui vient pour une douleur de genou, en kinésithérapie, bah, je vais me dire, est-ce que c'est pas ses ischio-jambiers qui sont trop faibles? Est-ce que c'est pas un déséquilibre avec son moyen fessier, tu vois? Donc, en fait, c'est plus les liens qui vont me dire, OK, je pense comme un kiné ou je pense comme un ostéo, mais pas spécialement les techniques que je vais utiliser. Ah, c'est intéressant. Et justement, est-ce que c'est les mêmes patients que tu vois? C'est-à-dire, d'abord tu le traites en kiné ou en ostéo et après tu le bascules sur un autre? Ou c'est vraiment, tu as tes patients que tu vois en kiné et tu as d'autres patients que tu vois en ostéo et avec elles tu as une autre démarche? Alors, j'ai les deux. J'ai des patients qui prennent rendez-vous au cabinet seulement pour une séance d'ostéopathie. Donc, des gens que j'ai jamais vus, qui veulent voir un ostéopathe et qui me contactent. Donc là, les Ouais, principales causes de consultation, c'est des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux. ouais, Et ensuite, j'ai des patients que je vois en kiné et où je me dis peut-être que chez ce patient-là, une séance d'ostéopathie pourrait être efficace. Soit parce que mon traitement kiné plafonne un petit peu et je sens que je suis limité et que ce que je fais, c'est soit pas efficace, soit efficace, mais pas à la vitesse à laquelle j'aimerais. ouais. Soit parce que je me dis clairement son problème n'est pas un problème de kiné, qu'il a été adressé par un kiné, à un kiné par le médecin traitant, comme ça que ça se passe. Mais au Mm. final, le fond du problème, ce serait plutôt une séance d'ostéopathie qui pourrait le régler. Et donc dans ce cas-là, je le redirige très vite sur une consultation d'ostéopathie avec moi ou un de mes collègues. D'accord. Ouais, super. Et tu t'es formé aussi en tant qu'entraîneur en CrossFit, c'est ça? Exactement. Du coup, j'ai fait plusieurs cabinets de kiné à la suite, une fois que j'ai eu mon diplôme en 2013. Et pour arriver dans le cabinet dans lequel je suis actuellement, où on traite énormément de sportifs. Donc on est spécialisé, mais on va dire sportif de tout âge et de tout niveau. Donc la population de patients est assez variée. Mais en tant que pratiquant personnel de CrossFit, évidemment, dans la boxe où je m'entraînais, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient voir parce qu'elles avaient des douleurs. Personnellement, je trouvais ça génial le CrossFit, j'ai voulu m'y intéresser, donc j'ai passé ce qu'on appelle le level 1, level 1 de CrossFit, qui se passe sur 2 jours, qui est le diplôme obligatoire pour être entraîneur de CrossFit, mais qui moi aujourd'hui ne me permet pas d'être entraîneur de CrossFit réellement, parce que je n'ai pas soit un BPGEPS, soit une licence TAPS ou autre chose. Alors peut-être qu'avec une carte d'éducateur sportif qui est autorisant kiné, ça pourrait se faire. Bon, en tout cas, je ne me considère pas comme un entraîneur de CrossFit. J'ai fait cette formation pour mes patients parce que ils trouvent ça hyper rassurant et hyper cohérent qu'un kiné spécialisé dans le CrossFit ait son level 1, qui est la base pour coacher. Et aussi à titre personnel, en tant que pratiquant de CrossFit, et je sais qu'il y a d'autres pratiquants de CrossFit qui ne sont absolument pas dans des sphères médicales, qui passent aussi leur level 1 parce qu'ils trouvent ça hyper intéressant pour progresser. Ah ouais. Ouais, franchement intéressant. Et est-ce que toi, ça enrichit au final ta pratique quotidienne et est-ce que tu utilises ces types d'exos ou on va dire ce type d'exigence ou de travail cardio avec des patients qui touchent pas du tout au CrossFit? Ouais. Alors j'irai même plus loin, je dirais même sans exagérer que ça a complètement révolutionné ma pratique. D'accord. Je saurais pas te dire si c'est ma pratique personnelle de crossfitter en tant que kiné Ouais. ou mon level 1. Parce qu'évidemment, quand tu es kiné ou spécialisé dans le milieu du sport ou du soin ou du corps, Mm. tu peux pas t'empêcher de faire un séance de sport sans réfléchir à ce qui se passe. Un peu de la même manière que lorsque je vais me faire masser dans un salon de massage, je peux pas m'empêcher de me dire, OK, là, elle est sur mon trapèze moyen. OK, là, elle est sur mon Mm. rhomboïde. C'est Mm. ce qui peut des fois empêcher le relâchement. Et du coup, bah, quand je m'entraîne, c'est pareil. Quand le coach, les premières fois que j'ai appris à faire du deadlift et compagnie, me disait, OK, place-toi comme ça, je me disais, d'accord. Là, il me dit de me faire ça parce que je vais avoir un engagement plutôt de mes lombaires par rapport à mes ischios et compagnie. Moi, Ouais. initialement, je suis issu du rugby que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années où je me suis beaucoup blessé. Mais à l'époque, j'étais pas kiné, donc je me suis jamais vraiment rééduqué et j'ai souvent gardé des douleurs un peu incompréhensibles. Et du coup, quand je suis arrivé dans le milieu du CrossFit, avec mes connaissances de kiné, parce que j'ai commencé le CrossFit quand j'ai été diplômé, bah, ça m'a vraiment permis de mettre en application et de mieux comprendre cette pratique du CrossFit. Et en fait, ça a complètement révolutionné la kiné. La kiné qu'on apprend en école de kiné, en tout cas en 2013, quand j'ai passé mon diplôme, elle a quand même évolué depuis, était catastrophique d'un point de vue du sport et même de la profession libérale.
On n'est pas du tout bien formé pour ça. D'où mes multiples formations d'ailleurs. Mais un truc inimaginable, m'a jamais appris en kiné à faire un squat. Et derrière ça, tu as des patients qui sont opérés d'un ligament croisé au niveau du genou, que tu dois accompagner en rééducation de kiné jusqu'au retour sur le terrain. Et tu sais pas leur faire un squat, tu sais pas leur faire un soulevé de terre, tu sais pas comment activer des ischios par rapport à des quadris sur un exercice de fente. Enfin, vraiment catastrophique. Et en fait, mon diplôme et mon expérience dans le kiné m'a vraiment permis de combler toutes ces lacunes. Ah, super intéressant. Et donc, en parallèle de ça, maintenant aussi, donc, tu es formateur toujours pour l'ITMT et pour les STAPS, c'est ça? Exactement. Donc, je suis formateur ITMP, donc en thérapie manuelle, et je suis aussi formateur avec Greg, alias Major Mouvement, sur sa formation qui s'appelle 100 exercices pour nos patients. Donc ça, c'est une formation qu'il a créée lui-même de A à Z, et en fait, c'est vraiment génial ce qu'il fait, sans vouloir trop lui jeter des fleurs. Mais en gros, il apporte au kiné un peu une liste d'exercices intéressants avec des prescriptions, avec des volumes, avec comment les faire, comment ne pas les faire, etc. Chose qui nous manque, je trouve, moi, avec notre diplôme de kiné. Et du coup, Greg a lancé ça tout seul, mais j'ai rejoint ensuite le projet pour faire ça en binôme, et ça se passe vraiment hyper bien, et on a des très bons retours. Donc ça, c'est pour la partie TMP. Et ensuite, depuis 3 ans maintenant, je suis formateur donc en STAPS, donc pour des licences 3. Donc c'est la licence pro au métier de la forme, en module d'anatomie fonctionnelle et de prévention des blessures. Donc là, je fais ça avec un autre collègue kiné, qui est aussi crossfitter. Et le but, c'est d'améliorer, ou plutôt d'amener, je dirais, aux STAPS des connaissances de kiné pour que les kinés aient moins de travail, si je puis dire. J'aime bien, moi, commencer mon premier cours que je donne aux STAPS en disant ça, c'est que le but, c'est que vous fassiez tellement bien votre travail que moi, j'en ai plus. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça n'arrivera jamais, mais c'est vraiment ça qu'on essaie de leur apprendre, c'est cette part de médical qui pourrait vraiment améliorer la prise en charge d'un sportif par un coach. Alors après, la frontière entre les deux est toujours très limitée. Quand une personne a mal au genou, à quel point le coach doit essayer de trouver des exercices qui vont faire en sorte que son genou va aller mieux, mais à quel point il y a un moment où il doit dire « Ok, là c'est trop sensible, arrête et va chez le kiné ». Donc la frontière est hyper fine et c'est un grand débat qu'on a toujours avec les étudiants et qui est très intéressant. Mais je pense en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'un coach peut emmener chez une personne blessée ou qui se remet au sport pour lui permettre de progresser sainement. Ouais. Et alors tu bosses aussi en entreprise, hein, il me semble, c'est ça? Ouais, alors en entreprise, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est une formation qu'on a créée il y a peu de temps avec deux de mes collègues du cabinet. Ouais. Globalement, on discutait beaucoup historiquement avec ClassPass. Donc ClassPass, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une société qui permet à des entreprises de bénéficier de plein de salles de sport différentes. D'accord. Le sport entreprise, on le sait, c'est hyper intéressant. On sait que une grande cause de mal de dos aujourd'hui, c'est l'inactivité, que beaucoup de gens ont des métiers qui sont sédentaires et qui ont besoin de bouger. Donc, mettre le sport en entreprise, c'est génial, sauf qu'on s'est rendu compte que les gens, ils devaient aller faire du sport, mais ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas combien de fois par semaine, ils savaient pas comment le faire, et ils savaient pas non plus comment le faire s'ils avaient des douleurs. Et donc, l'idée était bonne, mais on trouvait qu'il manquait une étape, une sorte d'échelon pour que les patients, c'est même plus des patients, du coup, les travailleurs, on va dire, passent de je dois me mettre au sport parce que j'ai mal au dos ou parce que je ne veux pas avoir mal au dos, justement, à je m'y mets, mais je sais pas comment faire. Il y a des entreprises qui, par exemple, laissent des salles de sport à disposition de leurs salariés, mais les salariés ne savent pas quoi faire. Et donc, on a créé une formation qui a pour but de donner un petit peu aux gens les grandes connaissances du fonctionnement du corps humain pour pouvoir se remettre au sport progressivement, limiter le risque de blessure, et surtout, si des douleurs ou des blessures apparaissent, que faire pour, un, que ça ne s'aggrave pas, et deux, peut-être pouvoir déjà le retrouver et le guérir tout seul. En gros, on a pris quasiment l'intégralité de tout ce qu'on peut répéter pendant des heures et des heures à tous nos patients et on les a condensés dans une formation. Parce qu'en kiné, souvent, quand les patients viennent nous voir au cabinet, c'est très rare, en tout cas chez les sportifs, qu'ils viennent nous voir quand la douleur apparaît. En général, ils viennent nous voir lorsque la douleur les empêche de faire ce qu'ils aiment. Donc, soit leur sport, soit leur profession. Mais en tout cas, c'est très souvent à ce moment-là qu'ils viennent. C'est jamais en amont dès que les premières douleurs apparaissent. Et des fois, si en amont, il y avait un travail de remise progressive, de mobilité, de renforcement, les rééducations seraient beaucoup plus courtes et beaucoup plus faciles. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a voulu apprendre aux gens qui souhaitent se mettre au sport, donc qui sont pleins de bonne volonté, pour qu'ils puissent le faire, mais de manière complètement sécuritaire. Top. Et donc, alors, depuis 2016, là, tu es sur le même cabinet COS à Paris, c'est ça? Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Le cabinet COS qui est quand même très spécialisé dans la prise en charge du sportif, même si on a aussi
des gens qui ne sont pas sportifs et qui ont mal au dos qui viennent nous voir. C'est assez intéressant la manière dont on a de bosser. Globalement, en kiné, il y a beaucoup de manières différentes. Il y a des vraies différences entre Paris et la province, entre des kinés qui prennent plusieurs patients en même temps, des kinés qui prennent des patients plutôt 10 minutes. Nous, on a la chance de pouvoir prendre les patients une demi-heure et de rester une demi-heure avec eux. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et une autre spécificité aussi que je trouve hyper intéressante, c'est que tous nos patients sont vus systématiquement par 2 kinés différents, ou 3, mais généralement c'est 2. Ah, Ce qui fait que lorsque le patient vient, je fais mon premier bilan pendant 1 heure, donc j'ai vraiment le temps d'essayer de comprendre ce qui va pas. Et globalement, après, c'est une séance avec mon collègue, une séance avec moi, une séance avec mon collègue, une séance avec moi. Et ça, dans ma pratique de kiné, ça m'a aussi énormément fait évoluer. Parce que dans mon cabinet, on est tous kinés, mais on a tous des formations différentes. Tu vois, il y en a qui ont bossé en fédé, il y en a qui bossent à la fédé de boxe, il y en a qui bossent à la fédé d'athlétisme, il y en a un qui est d'abord ostéopathe, puis kiné, chose qui est assez rare, et du coup qui a une vision encore différente de ce qu'on peut avoir. Il y en a qui se sont formés en Belgique, enfin, on a tous vraiment des aspects différents. Et en fait, de partager aussi bien tes succès que tes échecs avec tes collègues et de pouvoir le jour même en discuter, ou alors quand ton patient te dit ah ouais, là ce que votre collègue m'a fait c'était génial, et que du coup tu vois ce qu'il a fait parce qu'on se met des transmissions entre chaque séance, et tu dis ah la vache, ah ouais, le mec a mal au genou, il est allé voir son sacrum, j'y avais pas pensé, pas bête, ça lui a fait vachement de bien, ok, je vais repartir là-dessus. Au lieu que de rester dans ton il a mal au genou, moi je suis plutôt axé spécialisé du pied, je vais aller voir le pied, je fais 10 séances sur le pied et ça va pas mieux, ou alors encore pire, je fais que des séances sur son genou et je lui masse le genou et ça change rien. Et c'est hyper intéressant, et je n'ai, on va dire, quasiment que des retours bénéfiques des patients, peut-être 95%. Au début, ils sont souvent un peu surpris parce qu'ils ont l'habitude du kiné, un seul kiné, c'est mon kiné, je vais voir mon kiné. Et très souvent, ils sont agréablement surpris de voir que quand on prescrit des exercices, c'est pas les mêmes. Et puis des fois, on a des discours qui sont pas tout à fait concordants avec mes collègues. Donc après, on se réunit, on en discute, on essaie de comprendre pourquoi l'un pense ça et l'autre pense ça, et ça fait vraiment évoluer à chaque fois la prise en charge des patients. Ah, c'est top, et effectivement, c'est on va dire, une source comment on dit, d'amélioration des pratiques, je pense, déjà pour vous, et d'amélioration des soins pour le patient qui est infini, quoi. Ouais, moi je trouve que en kiné, pour ne pas s'endormir sur ces séances, parce que tu peux avoir ce côté, hein, et même si j'adore mon métier, moi ça m'est déjà arrivé de des fois faire 5-6 séances, exactement la même chose à mon patient, tu sais, et puis il te dit que ça va pas mieux, C'est clair. mais tu tombes un peu des fois dans ta routine, ou des fois tu te fais un peu manipuler par ton patient qui veut un type de soin, et au final tu le laisses faire. Et je trouve qu'il y a 2 choses qui te font changer, c'est soit avoir un stagiaire, parce que les stagiaires ils te bombardent de questions et tu peux pas te permettre de faire 6 séances de massage du dos. Le stagiaire, il va t'idérer, ou alors de travailler en binôme avec ton collègue. Et je trouve que c'est vraiment 2 choses qui peuvent pousser les kinés à se remettre en question, à faire évoluer leurs soins, et peut-être être un peu plus à l'écoute du patient aussi. Ouais, carrément, franchement, c'est nous à l'hôpital de la Tour, là où je bosse actuellement, on bosse aussi comme ça, où on se partage des patients et où on se met des transmissions. C'est pas dans les hôpitaux, Ouais, et franchement, c'est ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est hyper bénéfique. Et pareil, nous, il y en a qui sont formés en France, en Belgique, au Portugal, en Suisse, bien sûr. Et c'est trop bien. Ouais. Et puis des fois ça fait un peu mal à ton ego, mais quand moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, on va pas se mentir, me dire tiens, c'est bizarre, ce patient je le vois plus. J'en discutais avec mon collègue et qui te dit globalement non, il a pas spécialement aimé ton type de prise en charge. Alors évidemment sur le coup ça fait un peu mal, mais tu te remets en question et tu dis ok. Alors des fois c'est purement l'humain, et là dans ce cas-là limite je m'en veux pas, parce que on peut pas s'entendre avec tout le monde et compagnie. Et puis des fois c'est ta prise en charge, il a pas aimé parce que tu as été trop brutal sur tes manips, il a pas aimé parce que tu donnais trop d'exos, tu le mettais trop dans le rouge et il aimait pas ça, ou alors il a eu trop de, moi souvent j'ai besoin qu'on trop de courbatures, tu vois, et tu dis ok, mais il faut savoir doser, et t'apprends, et donc c'est frustrant, mais ça fait du bien, je trouve. Ouais, carrément, super. Alors, on va revenir au CrossFit City, ok. Quelle pathologie tu retrouves le plus souvent, et justement par rapport aux autres sports, quel type de blessure ou quel taux de blessure tu as par rapport à d'autres sports au final? Alors, ça c'est une question hyper intéressante, mais très complexe pour y répondre, parce que pour te répondre en tout cas d'une expérience de cabinet, il faudrait que j'ai la même récurrence de patients sur tous les sports. Or, en tout cas, nous, à Paris, la majorité des patients, c'est quand même beaucoup de courses à pied. Donc, évidemment, par rapport à ça, j'ai beaucoup de problèmes, on va dire, de genoux et de périostite. Après, si je me raque sur le CrossFit, la principale zone, je dirais que c'est quand même l'épaule. Ouais. Et 2-3, ce serait lombaire et genoux. Donc, c'est vraiment les 3 axes de consultation du crossfitter. Après, on a tout, on a du poignet, on a des cervicales, mais vraiment l'épaule, ça reste, à mon avis, le tendon d'Achille du crossfitter. Ça, c'est sûr.
Ouais. Et alors, quel type de pathologie sur cette épaule tu as? Et est-ce que c'est des gens qui avaient des antécédents de problèmes d'épaule? Ou est-ce que tu penses que c'est lié à l'activité et peut-être une progressivité un peu trop rapide? Ou comment ça arrive? Non, alors est-ce que c'est lié à des antécédents? Oui et non, c'est-à-dire que sûrement qu'il y a des patients qui développent des douleurs d'épaule et qui avaient des antécédents. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça la cause du problème parce que j'ai plein de patients qui ont aussi des problèmes d'épaule et clairement ça vient pas de ça. Du coup, pour la deuxième partie de ta question, moi j'avais un peu réfléchi là-dessus et en me penchant sur le sujet, j'avais quand même trouvé 4 grands axes de travail sur l'épaule du Mmh. crossfitter. Après, chaque patient va être plus dans une catégorie que dans une autre, tu vois. Mais il y avait vraiment plusieurs choses. Il y avait clairement de la mobilité. Donc mobilité, évidemment, par rapport au CrossFit, ça va être à cause de tous les mouvements en overhead, donc aussi bien avec une barre d'haltéro que suspendu à ta barre de traction, et aussi bien de ton épaule que d'autorachis, on va dire cervical et thoracique. C'est vraiment le complexe en lui-même qui est raide. J'avais un vrai déséquilibre musculaire très souvent, avec un déficit antéroposte. Je trouve que dans le CrossFit, on a trop de sollicitations antérieures par rapport au point postérieur. Je trouvais qu'on avait des problèmes de stabilité. Et dans stabilité, moi, je mets le contrôle de la scapulo-thoracique, qui est catastrophique chez une grande partie des adhérents, et la coiffe, qui est souvent un petit peu fainéante, on va dire, par rapport à ce que devrait être au vu des contraintes qui exigent le CrossFit. Mmh. Et le dernier point, le quatrième axe de travail, c'est vraiment la technique, qui là n'est plus un problème d'épaule en lui-même, mais de le CrossFit, même si j'ai encore eu un débat il y a quelques jours sur Instagram où je me suis fait un peu allumer par la communauté CrossFit, mais ça me fait plaisir. Il y a quand même une mise en charge qui est trop rapide. Ouais. C'est pas un problème. Je suis le premier à adorer le CrossFit, mais la mise en charge est trop rapide. Les haltérophiles passent des années à maîtriser un mouvement et passent des heures Mmh. à faire du PVC. Et les crossfitters, ils passent des minutes à faire des 1RM en snatch. Donc à un Mmh. moment donné, je veux dire, faut pas se mentir. Après, évidemment, il faut que le coach soit progressif. Ça dépend si c'est un débutant. Enfin, tous les arguments, je suis le premier à les entendre. Nous, on va pas se mentir, on met souvent trop vite, trop lourd. Et cette contrainte temporelle et cette dégradation de technique au fil et à mesure du WOD crée une sensibilité. Et je suis le premier à défendre que une technique n'a pas besoin d'être parfaite pour être exécutée. Mais il y a un moment donné, ça se dégrade quand même. Enfin, voilà, c'est vraiment donc ça, on pourra en reparler si tu veux, mais c'est vraiment, voilà, ces 4 grands axes, la mobilité, les déséquilibres musculaires, la stabilité, la technique, qui pour moi font que l'épaule du crossfitter est une zone sensible. D'accord, super. Et justement, alors, est-ce que dans ton bilan, tu vas rechercher lequel de ces grandes catégories ou, tu vois, est-ce qu'il rentre un peu dans ces 4 catégories ou est-ce qu'il y a plus d'instabilité que de reste et grâce à ton bilan, justement, tu Ouais, vas travailler sur un de ces 4 trucs en particulier? ouais, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que du coup, je ne bilante pas une épaule de crossfitter comme une épaule de monsieur, madame, tout le monde, même s'il est sportif, tu vois. Donc, une épaule de handballeur, je vais globalement la bilanter comme une épaule de golfeur ou comme une épaule de sédentaire. Une épaule de crossfit, parce que après, du coup, le crossfit, je m'y connais plus. Globalement, moi, sur l'épaule, j'essaie d'exclure les différents tissus qui peuvent former à l'épaule et qui n'est pas une épaule. Et après, je regarde si musculairement, les activations sont bonnes et si la mobilité est bonne. Ça, c'est, on va dire, une épaule un peu lambda. Donc, une fois que tu as exclu les cervicales, les attentes neuro et compagnie, je me focalise un peu plus sur l'épaule. Et la scapula, beaucoup. Après, sur l'épaule du crossfitter, en effet, je vais partir un peu plus là-dessus. Je vais très vite les faire bouger un petit peu au PVC. Et j'ai même au cabinet, mais pour en rigoler sans aucune prétention, créé ce que j'appelle la Emric Scapula Scale. Donc mes collègues s'occupent beaucoup de moi, mais du coup, je l'avais un peu utilisé dans le crossfit, où en gros, je regarde un petit peu comment bouge l'épaule du crossfitter sur quelques mouvements spécifiques, comme du scapula pull-up, du scapula push-up. Je sais pas si ça te parle des mouvements, si tu veux que je les décrive dans ce moment. Ouais, tu peux les décrire, ouais. Ouais, donc scapula pull-up, ça va être cette capacité à être suspendu à ta barre de traction et à venir fixer tes omoplates, donc à venir les abaisser, donc faire le Ouais. premier mouvement du tirage en fait, Le donc tout en début, utilisant ouais. plutôt trapèze moyen, trapèze inférieur. Exactement. Scapula push-up, c'est pareil en position de pompe, donc ma position de pompe est juste pousser tes omoplates, donc là activer plutôt ton dorsal intérieur. Ensuite, je regarde leur capacité à avoir une barre au-dessus de la tête et sans que la barre bouge, à faire une rotation interne et une rotation externe de l'épaule. Et ça, très souvent, ils ont du mal. Et s'ils y arrivent bien, ensuite, je leur fais faire la même chose en bas du squat. Et alors là, c'est très rare qu'ils y arrivent. Putain, c'est génial. Et c'est problématique parce qu'en fait, d'avoir cette capacité de bouger ton épaule dans différentes positions, c'est ta capacité à réceptionner une barre d'haltérophilie sans te blesser et sans compenser ailleurs. Et très souvent,
c'est une des zones qui est déficitaire. Donc là, c'est un mélange entre une mauvaise technique, un déficit de mobilité et un déficit de stabilité. C'est pour ça que les 4 points que je t'ai énumérés tout à l'heure, très souvent, c'est rarement que l'un et c'est des combinaisons, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est des points vraiment importants que j'ai l'habitude de regarder chez le crossfitter. Et après, des tests musculaires, évidemment, j'en fais aussi. Globalement, on a, nous, une machine qui s'appelle le Kinvent, qu'on voit de plus en plus dans les cabinets de kiné, qui est très bien, qui est une sorte de dynamo sur tablette. Tu l'utilises aussi? Ouais, on connaît bien. Ouais, c'est génial. Ça, vraiment, moi, ça a top. bien changé ma pratique aussi. Je l'ai vraiment trouvé ça hyper cool. Et ça, je trouve que c'est un très bon investissement pour les kinés. Donc voilà, je leur fais aussi quelques bilans musculaires comme ça. Ah, c'est top. Et alors justement, dans ta prise en charge, est-ce que donc tu les rééduques et tu fais tes séances en rajoutant certains mouvements typés CrossFit, et est-ce que tu leur donnes par exemple des exercices à faire justement quand ils sont à la boxe ou quand ils sont chez eux, ou tu vois comment tu planifies un peu le retour au CrossFit? Alors globalement, déjà, j'essaie de faire en sorte qu'ils n'arrêtent jamais le CrossFit, et là-dessus, c'est vraiment un élément que j'adore dans le CrossFit, parce que le CrossFit prône ça, prône l'adaptation, prône de continuer à s'entraîner même si t'es blessé, donc ça c'est cool. Donc, et en général, les crossfitters ont du mal à s'arrêter, donc c'est encore mieux quand tu leur dis qu'ils doivent continuer, mais qu'ils doivent adapter. Ça dépend un petit peu de l'atteinte. C'est vrai que si l'épaule est vraiment hyper sensible, hyperalgique, je leur fais calmer quand même le membre supérieur pendant un temps et je les envoie se cramer sur de la bike et sur du rameur, ça leur fait bien. Après, il y a très souvent un manque de mobilité en flexion, donc aussi bien d'épaule que de rachis. Et donc ça, je leur mets très souvent à travailler, mais pour moi, c'est quasiment quotidien. C'est-à-dire que les exercices que je leur donne en rééducation de kiné, c'est à faire au minimum 5 fois par semaine. Donc après, c'est toujours le problème chez les patients, c'est est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'ils n'ont pas le temps. Donc s'ils sont un peu short dans leur mode de vie parce qu'ils bossent beaucoup, je leur dis, en ce cas-là, tu te le mets sur ton échauffement de séances de CrossFit. L'inconvénient, c'est que si tu les échauffes trop, tu leur permets d'ailleurs de faire des trucs qui ne sont pas aptes. Donc c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que c'est Julien Pineau qui en parle très bien, et c'est vraiment de lui que m'est venue cette réflexion et je la trouve très intéressante. C'est pas normal qu'un crossfitter passe 20 minutes à préparer ses épaules avant de s'entraîner. Et du coup, Julien Pineau en parle beaucoup et je trouve ça tout à fait réaliste de ce qui se passe. C'est-à-dire que le patient ou le crossfitter, tu lui fais lever la main, il lui manque facilement 20 degrés pour que l'épaule soit au zénith, et il va passer 20 minutes à s'échauffer, à faire des dislocates, de la rotation latérale et compagnie, et derrière, il va envoyer du keeping pull-up qui va lui demander 20 degrés, mais dans l'autre sens. Donc en gros, il lui manque 40 degrés de débattement. Et derrière, il va forcer là-dessus. Donc c'est un peu le paradoxe, je trouve, de l'échauffement dans le crossfitter, c'est que des fois, elle permet trop de masquer des lacunes qui sont présentes et qui auraient besoin d'être travaillées. Et après, beaucoup de renforcement, et donc ça, en effet, je leur dis qu'ils peuvent le faire en préparation, en échauffement dans leur séance de CrossFit. Super intéressant. Et alors, t'es en train de montrer une étude justement sur le CrossFit et sur les blessures. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est une étude qui s'est fait complètement au hasard. Je t'explique l'idée. Donc moi, toujours dans le milieu du CrossFit, je me régalais, j'aimais beaucoup ça, cette combinaison de la kiné et du CrossFit, d'avoir fait évoluer aussi bien mon métier de kiné que ma passion de CrossFitter. Et je me suis dit, pour me faire kiffer, tu vas faire une petite étude rapidement et tu vas essayer de sonder un petit peu comment les crossfitters se blessent, pourquoi ils se blessent et surtout comment ils réagissent à la blessure. Et donc sur Google Doc, j'avais commencé à créer un questionnaire que j'avais lancé dans ma box. Donc moi, je m'entraîne à CrossFit Lutèce dans le 15e à Paris. Et en fait, les gens ont vachement bien joué le jeu et j'avais eu, je crois, 150 réponses, ce qui est énorme. Super. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment cool. Et je m'étais dit, mais franchement, vas-y, lance-toi, fais ça en toute la France. Et je lisais de plus en plus d'études sur le milieu du CrossFit, et il n'y en avait pas, à l'époque en tout cas, qui avaient été faites en France. Donc là, quand j'ai commencé à faire cette étude, c'était en 2019 ou 2018, je sais plus, quand j'ai commencé à créer ce questionnaire, je m'en vu très bien. Et donc, je me dis, vas-y, motive-toi. Donc, je refais une V2 de mon questionnaire parce que le premier, évidemment, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et je l'ai lancé. Et j'ai contacté toutes les box. Alors là, je me suis vraiment galéré, parce que c'est hyper relou. Alors, au début, je suis passé par Facebook, sauf que Facebook m'a bloqué parce que il me prenait pour un spammer à contacter toutes les box. Après, j'ai essayé de les appeler, etc. Ouais. Globalement, je me rappelle plus, il faudrait que je reprenne les chiffres, je dois avoir une 50aine de box qui ont joué le jeu. La plupart m'ont intégré dans le groupe privé de la box sur Facebook, donc quasiment toutes les box, c'est un petit groupe privé. Et j'ai balancé mon questionnaire et tout le monde a joué le jeu et j'ai eu 3000 réponses. Oh putain, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Et j'en ai parlé avec un collègue qui est kiné, qui lui, donc, s'appelle Fabio Bonnet, qui travaille à Paris,
qui est un énorme mordu, on va dire, de littérature, d'études, de statistiques. Et il m'a dit, mais mec, c'est génial ce que tu as, faut que tu publies. Sauf que moi, autant j'ai adoré faire ça pour le plaisir, autant toute cette partie statistique, c'est vraiment pas mon dada. Moi, je lis des études, mais je me galère justement sur cette part de statistique. Et je lui dis, bah si tu m'aides, ok, on se lance. Et donc il m'a aidé. On a repris un petit peu le format. On a regardé ce qu'on pouvait faire, comment analyser ces résultats, et on a regardé pour la faire publier. Et là, on s'est confronté à la méthodologie. C'est-à-dire que la méthodologie de base, elle n'était pas hyper bonne. Tu vois, ce qui fait que l'article que je vais publier, d'un point de vue purement statistique et scientifique, elle sera pas fiable à 100% parce que j'ai pas fait de groupe témoin, parce que les questions que j'ai posées, elles sont légèrement influencées par mon opinion et compagnie. Donc voilà, mais c'est pas grave, on est quand même en train de la fignoler et je peux pas en parler, mais globalement il y a un magazine kiné qui a accepté de nous le publier, donc ça c'est hyper cool. Ouais, super. Donc ça va pouvoir sortir. Ce sera pas aussi propre et ce sera pas l'article de l'année dans le milieu du CrossFit, mais en tout cas ça nous donnera une bonne aperçu de la France. Et ce qui est cool en fait, c'est que le résultat de 3000 personnes, c'est hyper impressionnant. Dans les bonnes études, souvent ils ont 100, 200, 300 personnes. Donc ça permettra vraiment d'avoir un levier assez intéressant là-dessus. Et est-ce que tu as pu, entre guillemets, chercher par box quel type de soucis physiques, quel type de pathologie apparaissait le plus, ou non, t'es pas allé là-dessus? Absolument pas. Absolument pas, et pour la bonne et simple raison que d'un point de vue de la confidentialité, je demandais ni le nom ni le prénom, mais ni la box non plus. Donc je ne sais pas quand les gens ont répondu où est-ce qu'ils s'entraînaient. Et ça déjà, ça aurait été une énorme erreur de le faire parce que du coup d'un point de vue protection de les données, c'est interdit. Ou alors il aurait fallu que je fasse une démarche auprès de la CNIL. Enfin là c'était un bazar administratif sans nom. Donc moi qui avais déjà un peu peur de ça, c'était même pas imaginable. Et le deuxième point, c'était que moi, imaginons aujourd'hui, je m'entraîne à CrossFit Lutèce toute l'année, et puis je m'en vais à CrossFit Massilia à Marseille de temps en temps me faire une séance ou deux, et je me blosse là-bas. Est-ce que je veux dire que je me suis blessé parce que ça fait des années que je m'entraîne à CrossFit Lutèce, ou est-ce que parce que le jour où je me suis fait mal, tu vois? Donc de toute façon, ça aurait été hyper compliqué parce que les CrossFitters bougent. Il y en a c'était en compétition, il y en a c'était à l'entraînement. Donc ça, on leur a demandé aussi à quel moment ils se sont blessés, tu vois. Mais globalement, je pouvais pas demander la boxe, et je pense que ça a rassuré un petit peu aussi certains owners, donc les propriétaires des box de CrossFit, en se disant au moins je ne remettrai pas en question leur coaching. Par contre, à titre purement personnel, et ça vaut ce que ça vaut, pour avoir pratiqué depuis plusieurs années, mais surtout avoir eu la chance de faire énormément de box de CrossFit différentes, et aussi bien en France qu'en Europe que dans le monde, c'est sûr qu'il y a une énorme différence dans la manière de pratiquer le CrossFit entre toutes les boxes. Donc peut-être que du coup la probabilité de te faire mal est différente, peut-être que y a des variations, peut-être qu'il y en a qui sont meilleures, moins bonnes, peut-être qu'elles sont toutes bonnes, j'en sais rien, mais par contre il y a des vraies différences sur la part de technique, la part de renforcement, la part de cardio, la part de récupération, la part d'échauffement, c'est vraiment hyper varié, c'est impressionnant. Et ça au final c'est lié au coach, c'est-à-dire de ce que lui préfère faire, ou ce que lui, là où il est le plus compétent et où il est le plus à l'aise à faire faire au final? Je pense qu'il y a une vraie part du coach. Donc, quand on parle du coach, je pense plutôt le owner, le propriétaire, parce que très souvent, c'est lui qui va décider un petit peu des séances. Souvent, hein, toutes les box fonctionnent comme ça, mais ensuite, il en discute avec ses autres coachs et les coachs vont dire, OK, ça c'est bien, ça va bien, qui vont ensuite modeler un petit peu la trame de fond du owner. Donc, je pense en effet que ça va dépendre de la sensibilité du coach ou des coachs, on va dire, pour être très global et pour être sûr de pas exclure certains fonctionnements de box. Des coachs, en effet. Au point de vue des coachs, de la même manière que chez les kinés, on est tous formés différemment. T'en as donc qui ont que leur level 1, t'en as qui ont leur level 2 aussi, t'en as qui ont des formations APA, tu vois, t'en as qui ont fait du pilates, t'en as qui ont bossé au Club Med Gym avant, tu vois. Donc, je pense aussi que de la même manière qu'un kiné va avoir différentes versions, un coach peut l'avoir aussi, et certains se sont blessés aussi, donc du coup vont faire très attention pour l'échauffement. Je pense en effet qu'il y a beaucoup de variations par rapport au coach. Ah, c'est top. Embrick, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu organises, on va dire, une journée type, tu vois, par rapport à tout ce que tu fais en CrossFit, par rapport au libéral ou aux formations? Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type, un peu comment ça se passe pour toi? Alors, je vais plutôt te raconter une semaine type si tu veux, parce que c'est beaucoup plus facile. En gros, moi au cabinet, on travaille par demi-journée, c'est-à-dire que soit moi je vais faire 7h 15h, soit je vais faire 15h 22h. Donc ça fait un peu bizarre aux patients au début, pareil quand tu leur dis ça. Je pense que c'est une des chances de Paris aussi, c'est que les patients viennent à 7h et viennent jusqu'à 22h, ça les dérange pas. Et donc en fait, c'est très dense, mais très agréable pour te libérer du temps.
C'est-à-dire que du coup, moi, je travaille 38 heures en tout cas dans mon cabinet par semaine, mais par contre, c'est hyper condensé. C'est-à-dire que quand je vais faire 7-15, bah, à 15 heures, je suis libre et je peux faire tout ce que je veux. Et ça me laisse énormément de temps personnel pour travailler sur différents projets. Moi, par exemple, je suis très matinal, donc quand je vais faire 15-22, bah, le matin, à 6 heures au plus tard, je suis réveillé et puis je me mets au boulot, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc globalement, moi, je m'entraîne à peu près, on va dire, 5 fois par semaine, aux alentours, on va dire, une bonne heure. Donc ça, j'arrive obligatoirement à le caler avec le temps qui me reste. Après, du coup, j'ai du temps à passer sur mes réseaux sociaux. Donc ça, j'y passe entre 1 à 2 heures par jour. Et après, à l'époque où les box de CrossFit étaient ouvertes, je passais beaucoup de temps dans la box, en fait, bah, à discuter, à répondre des fois à des questions de certaines personnes, à juste regarder des gens faire, à discuter avec les coachs. J'ai beaucoup discuté avec les coachs qui ont beaucoup de connaissances que moi je n'avais pas en kiné, et j'ai vu aussi vachement évoluer comme ça grâce à eux, en disant ok, mais là ton bent over row, pourquoi tu le fais comme ça? Je me rappelle de parler avec un des coachs. Ok, le box squat, pourquoi le box squat? Pourquoi t'asseoir sur une box et du coup perdre ta tension? Alors Mm. pourquoi ne, tu vois, plein de trucs comme ça. Donc ça, pareil, j'ai passé beaucoup de temps. Et à l'inverse, répondre à des questions des coachs qui, des fois, comprenaient pas pourquoi certains de leurs adhérents, ils bloquaient sur certaines techniques, tu vois, des choses comme ça. Ou des choses qui, pour eux, étaient logiques et qui, en fait, biomécaniquement, ne l'est pas, mais il leur manquait peut-être certaines versions. Tu vois, j'ai une image d'un coach de la même manière. Il voulait faire travailler le butterfly pull-up à une adhérente. Et du coup, je le voyais prendre un bâton lesté et lui faire le mouvement du butterfly pull-up avec ce bâton. Et pour lui, c'était logique parce qu'il trouvait que suspendu à la barre traction, c'était trop dur, donc il lui faisait faire à la barre. Sauf qu'en fait, d'un point de vue des points fixes et des points mobiles, ils sont complètement inversés, tes bras de levier aussi, et c'est pas du tout les mêmes muscles qui bossent. Et du coup, une chose qui pour moi me paraissait complètement logique, bah en fait pour lui, ouais, ça l'était pas. Et donc j'ai vraiment eu comme ça dans les box où j'étais vraiment le temps d'échanger avec les coachs, et j'espère leur avoir appris un peu de choses, mais du coup ils m'en ont beaucoup appris. Et donc à l'époque où les box étaient ouverts, je traînais, on va dire, dans la box, mais j'ai appris beaucoup comme ça. Et ensuite, par rapport aux formations, bah, globalement, à l'ITMP, la plupart des formations, elles sont le week-end. Donc, ça me permet en fait de ne pas me manger mes créneaux du cabinet. Et sinon, en fait, quand j'ai des formations, par exemple, comme celle que je donne avec Major Mouvement, qui sont la semaine, bah là, je pose carrément des demi-journées au cabinet, et je m'envoie en formation à ce moment-là. Top, parfait. Et est-ce que tu peux nous citer alors justement des gens kinés ou autres ou qui t'ont inspiré dans ton métier ou des mentors? Ouais. Alors, en kiné, je pense que celui qui m'inspire le plus, donc c'est Flavio Bonnet, celui avec qui j'ai inscrit. Je dirais que c'est Flavio Bonnet qui est celui avec qui j'ai fait l'article du coup sur le CrossFit. Lui, je l'ai fait sa connaissance un petit peu par rapport aux formations, mais c'est surtout qu'il m'a traité un problème de dos, c'est-à-dire que j'ai eu des douleurs lombaires, une hernie discale, qui a mis beaucoup de temps à passer et qui a été traîné par Mackenzie, une donc technique Mackenzie, et c'est Flavio Bonnet donc qui bosse sur Paris qui m'a soigné. Et on s'est vraiment liés d'amitié, on a beaucoup échangé, et j'ai beaucoup appris à ses côtés en tant que kiné. Lui, c'est un hyperactif de la kiné. Il est formateur en clinique du coureur. Il est formateur à l'agence EBP. Il lit énormément d'articles. Enfin, il est vraiment sur plein de domaines. On a des projets aussi avec lui à développer. Je pense que c'est lui qui m'inspire le plus. Ouais. Un petit côté entrepreneuriat qui est très intéressant, je trouve, dans la kiné et qu'on n'a pas l'habitude de développer non plus. Donc, je pense que ouais, ce serait vraiment lui le numéro un. Ah, c'est top. Et au niveau des livres, justement, que ce soit performance sport ou des livres dans lesquels tu pioches régulièrement, est-ce qu'il y en a qui ressortent? Alors, il y a deux principaux livres. Il y en a un qui est très médical, mais sans l'être non plus. Alors, le titre fait un peu peur, accroche-toi. C'est Biologie des croyances de Ouais. Bruce Lipton. C'est un livre qui a complètement changé aussi bien ma vie que ma vision de mon métier. C'est un livre qui parle un petit peu d'épigénétique. Donc, je sais pas si tu es à l'aise sur le Ouais. sujet. Mais globalement, pour faire très très simple, moi j'aime bien le résumer sur comment ton mode de vie peut influencer l'expression ou non de certains gènes et du coup de certaines, soit de tes capacités, soit de tes pathologies. Et ça, j'ai vraiment adoré et on m'a demandé de le lire quand j'étais dans ma formation en tissulaire. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses sur ma façon d'aborder mes patients, mes traitements et mon mode de vie. Et je le conseille très souvent d'ailleurs. Ensuite, d'un point de vue de la kiné, il n'y a pas énormément de livres et c'est plus des livres en fait de prépa physique. Et je pense qu'elles m'ont révolutionné la pratique parce qu'on est très mal formé en kiné. Et du coup, la Bible de la préparation physique que j'ai lue, que j'ai vraiment adoré, qui peut-être pour certaines personnes est bateau et vraiment le b.a.-ba ou même peut-être un petit peu obsolète, mais en fait pour de la kinésithérapie,
Je trouve que c'est un bouquin génial. Il m'a énormément apporté. Je l'utilise et je le réouvre assez régulièrement. Je sais qu'il y a une nouvelle version qui a été publiée qu'il faudrait que je lise d'ailleurs pour voir un petit peu les nouveautés qui ont pu être apportées. Mais c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé aujourd'hui. Top, parfait. Et Emric, alors pour terminer, où c'est qu'on peut te joindre si les gens ont des questions? Principalement sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc sur un compte qui s'appelle M ton kiné. Je me suis lancé depuis peu sur YouTube parce que bien qu'Instagram soit très intéressant, malheureusement, le format d'1 minute est un peu court pour développer autre chose que de la grosse vulgarisation. Donc là, je me suis lancé sur YouTube et je trouve ça hyper cool de pouvoir développer un petit peu plus. Surtout sur des projets en body painting que j'ai, où l'idée c'est de venir vraiment dessiner sur le corps humain parce que je trouve qu'on comprend beaucoup mieux comment tout fonctionne. Et j'ai eu de très très bons retours en plus de la part de tout ce qui ont pu regarder. Donc ouais, principalement Instagram, où je suis le plus présent. Parfait. Eh ben, top. Emric, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. En tout cas, moi, le point que je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'est cette corrélation géniale que la kiné peut avoir avec le CrossFit et inversement. Je suis un peu fanatique, mais je dirais presque que tous les kinés devraient faire du CrossFit. Évidemment, c'est un petit peu extrême, mais ça peut vraiment apporter, ça peut vraiment apporter énormément dans la prise en charge et permettre à la kiné de sortir de son vieux mode de prescription d'exercice de 3 fois 10 répétitions, quel que soit le patient et quelle que soit sa douleur. D'arrêter d'avoir peur de soulever des charges parce que c'est mauvais, tu vois, toutes ces anciennes croyances. Et je pense que le CrossFit a aussi de quoi évoluer avec un peu de médical et un peu plus d'anatomie. Mais je pense que ces deux mondes vont vraiment apprendre l'un de l'autre. Et mon but, c'est d'essayer de le développer aussi, même si les deux sont un peu des fois frileux. C'est clair, c'est clair. Ben, merci beaucoup, c'était pertinent et hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Julien. Pas de souci. À la prochaine, Emric. À bientôt. Au revoir. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé avec cet épisode pour les amoureux de CrossFit, mais pas seulement. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.